toutes et à tous. Bonjour. On va commencer. Bienvenue. ESSEC Elamni s'engage pour l'Ukraine et dans le cadre des missions de l'Ukraine, nous organisons une série de séminaires pour l'informer la communauté sur les crises causées par la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on va parler des secteurs agro avec nos deux experts au niveau mondial dans le secteur agro et aussi nos deux alumni, donc diplômés ESSEC. Tout d'abord, Michel Tereshchenko, c'est une personne unique. C'est le Français qui était né en France, mais il est devenu ukrainien. C'est la personne très célèbre en Ukraine, dans les secteurs agro, dans les secteurs business et politique aussi, parce que Michel, il était aussi élu comme maire d'une ville, à Glouchiv, en Ukraine. Donc, il est aussi connu comme le grand médecin et il était le président pour le poste présidentiel à l'époque. Aussi, Michel... Heureusement que ça n'a pas marché. Hein. Ouais, pour l'instant, mais pour l'instant, après on verra. Donc, mais Michel, il reste avec sa famille, toujours pendant la guerre en Ukraine, pour l'aider l'Ukraine. Et aussi, il faut dire que Michel en charge de l'association Les Amis de Ohmedit. Ohmedit, c'est le plus grand, peut-être, l'hôpital en Europe. C'est l'hôpital pour les enfants et maintenant il accueille les enfants blessés, les victimes de la guerre. Et c'est que l'AMNI, il fait collecte de dons pour cet hôpital. Donc, on profite de ce séminaire pour partager les liens avec vous. Bienvenue à participer. L'hôpital a été fondé... Quoi? Je vous remercie par avance de votre aide pour l'hôpital des enfants de Kiev. C'est le plus grand hôpital pour enfants du monde. Et l'hôpital a été fondé aussi par arrière-grand-père de Michel Tereshchenko, Mikhail Tereshchenko. Il a beaucoup de monuments, ce grand médecin en Ukraine. Donc, Michel, il a continué tout ce qui était démarré par ses grands-parents. Notre speaker aussi, c'est Jacques Carl. C'est les personnes avec les parcours assez riches, chevalier de la région d'honneur, chevalier des mérités agricoles. Il a commencé comme administrateur de la Commission des communautés européennes à Bruxelles, chargé des secteurs agriculteurs. Il était aussi le membre du Conseil des médecins sans frontières, vice-président du SAMU social international. Aujourd'hui, bien sûr, avec cette richesse, ce parcours riche, il travaillait comme consultant. Bienvenue à vous deux et je passe la parole à vous. Et pour tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions, même pendant les parcours, donc pour clarifier tout ce qui vous intéresse. Merci. Michel? Oui, alors merci de cette présentation, Olga. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez. Donc, je vais essayer de vous résumer la situation en Ukraine et l'impact que cette guerre a sur l'agriculture en particulier. Donc, cette guerre russo-ukrainienne qui s'est amplifiée sérieusement le 24 février 2022 est avant tout, il faut bien le comprendre, une guerre entre deux superpuissances agricoles. La Russie et l'Ukraine, ensemble, assuraient 27% du commerce mondial de blé, 27% du commerce mondial de l'orge, 14% des exportations de maïs et même jusqu'à 75% des échanges de graines, huile et tourteaux de tournesol. Donc les destructions causées par les Russes en Ukraine et les sanctions imposées en retour sur la Russie mettent à risque l'avenir de ces échanges de matières premières agricoles et l'alimentation de centaines de millions de personnes dans le monde. L'Ukraine seule, vous le voyez sur la slide, l'Ukraine seule a produit en 2021, c'est-à-dire la récolte juste avant le déclenchement de la guerre totale, un record de 107 millions de tonnes de céréales et oléoprotagineux, dont 63%, c'est-à-dire 69 millions de tonnes pour l'export. Cela représente 4,2% de la production mondiale estimée et 14,6% du commerce mondial de ces denrées. L'Ukraine seule a été en 2021 le leader mondial des échanges pour les produits d'exportation pour les produits à base de tournesol, le numéro 2 pour le colza, le numéro 4 dans le monde pour le maïs, l'orge et le seigle et le sorgho,
et le numéro 5 mondial pour le blé. Les importations ukrainiennes se dirigeaient de façon à peu près équilibrée, 35-40% vers l'Union européenne, 30-35% vers l'Asie, 30-35% vers les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et on dit que plus de 400 millions de personnes dépendent ou dépendaient du surplus ukrainien exportable chaque année pour leur alimentation. Les conséquences de l'agression russe, c'est, il faut le savoir, d'abord, ces exportations jusqu'au 24 février 2022 se faisaient principalement, mais presque uniquement, à hauteur de 92% par bateau, 84% en vrac, c'est ce que vous avez vu sur la slide, et 8% par container maritime. Seuls 6% restaient partagés entre les exports par train ou par camion. De plus, 93% de ces exportations par mer s'étaient concentrées sur les 4 ports principaux, eux-mêmes très rapprochés sur la mer Noire, que sont Mykolaïev, Tchernomorsk, Pivneni et Odessa, puisque la Crimée était occupée déjà depuis 2014 et que les 3 autres ports, qui sont Kherson, Berdiansk et Mariupol, ont été très rapidement pris par les Russes dès début mars 2022. Et eux ne représentaient que 7% du trafic. Malheureusement, ces 4 ports ukrainiens qui fonctionnent encore sur la mer Noire sont ardemment, bien sûr, défendus par les forces ukrainiennes, mais malheureusement, ils sont désormais la cible principale de l'agression russe et ces villes sont bombardées quasiment chaque jour. Les Russes ont pour but de détruire les infrastructures ukrainiennes et principalement les infrastructures portuaires. Du 24 février au 22 juillet 2022, toutes les sorties de ces ports étaient impossibles car nous avions dû miner leur entrée pour empêcher le débarquement des troupes russes. Cela avait temporairement créé une situation nouvelle où l'Ukraine était transformée un peu comme le Kazakhstan, un important producteur de matières premières agricoles, mais incapable d'exporter directement ses productions. Cela a créé des difficultés immenses que nous verrons un peu plus tard. Cependant, pour l'instant, les conséquences catastrophiques de ce blocus ont été limitées par la signature le 22 juillet 2022 à Istanbul d'un accord entre la Russie et l'Ukraine pour laisser sortir les bateaux de ces ports et créer ainsi un grain corridor sous l'égide des Nations Unies. Mais cet accord est très fragile. Tout d'abord, sur les 4 ports, il n'y en a que 3 qui peuvent fonctionner puisque les bateaux qui sortent de Mykolaïev passeraient par Kherson et évidemment, ça pose un problème en ce moment. Donc cet accord de plus est critiqué en permanence du côté de Moscou pour toutes sortes de raisons, en particulier parce qu'ils disent que contrairement à ce qui leur avait été promis, les exportations vont principalement vers la Turquie et l'Union européenne, alors qu'on leur avait dit que c'était plutôt pour les pays les plus pauvres. Aussi, par cet accord, prévoyait la levée des sanctions en parallèle sur les exportations de céréales et d'engrais russes, mais que comme beaucoup d'autres sanctions sont appliquées, principalement sur les assurances et les transports, en fait, ces exportations sont très peu possibles. Donc, les Russes peuvent y mettre fin à tout moment, ne serait-ce qu'en bombardant les installations portuaires ukrainiennes, ce dont ils ne se privent pas. Ils ont même commencé dès le lendemain de la signature de l'accord, et aussi pour écouler un bateau, ce qui paralyserait tout. Mais ils n'ont probablement même pas besoin de faire tout ça, puisque cet accord a été signé le 22 juillet pour 120 jours, et donc il va expirer le 21 novembre 2022. Il est théoriquement reconduit automatiquement, sauf si un des signataires décidait de changer cet accord et de ne pas le reconduire, ce qui est fort probable concernant la Russie. Le ministre de l'Agriculture ukrainien, récemment à Paris, exprimait de sérieux doutes sur la reconduction automatique de cet accord. Dans les 2 premiers mois de fonctionnement de cet accord, c'est-à-dire des mois principalement d'août et septembre, 238 bateaux représentant 5,5 millions de tonnes ont pu sortir par ce grain corridor. C'est à comparer avec les 6 à 6,5 millions que l'Ukraine pouvait exporter par voie maritime chaque mois dans la période avant le 24 février, donc à peu près la moitié. Le ralentissement des exportations maritimes a été bien compensé par un accroissement très significatif des exportations par barge sur le Danube, par rail, en particulier vers la Roumanie et la Pologne, ou par camion, qui d'ailleurs s'entassent chaque jour en fil de 30 à 40 km au point de passage vers l'Union européenne et principalement vers la Pologne. Cependant, malgré tous ces efforts, les 22 millions de tonnes de la récolte 2021, qui étaient encore en souffrance dans les silos élévateurs ukrainiens avant le 24 février 2022, n'ont toujours pas été totalement sortis du pays. Et pourtant, une nouvelle récolte arrive et
grande part est déjà arrivée. La nouvelle récolte de 2022 ne sera pas, loin s'en faut, égale aux 107 millions de tonnes de la récolte 2021. Les blés moissonnés aujourd'hui, on sait déjà que la totalité des blés font 18,3 millions de tonnes, ce qu'il faut comparer aux 33 millions de tonnes de l'année précédente, soit une diminution de 44%. On s'attend aussi à une diminution de l'ordre de 45% de la récolte de tournesol qui est en cours et dont les plus grandes surfaces sont dans le sud-est et le sud de l'Ukraine, c'est-à-dire tout près des zones de combat. La récolte 2022 est estimée à 9,4 millions de tonnes au lieu des 16,4 millions de tonnes de la saison précédente. Pour le maïs, on s'attend à une récolte de 24 millions de tonnes au lieu des 42 millions de tonnes de la récolte 2021. Vous voyez tout ça sur la slide. Les surfaces plantées en orge, colza ou soja sont un peu plus éloignées des zones de combat et seront moins affectées par la guerre. Mais dans tous les cas, la récolte totale 2022 aura du mal à dépasser les 63 millions de tonnes que l'on estime réparties comme suit: 18,3 pour le blé, 5,9 pour l'orge, 2,8 pour le colza, 2,6 pour le soja, 9,4 pour le tournesol, 24 millions pour le maïs. C'est intéressant de voir que pour le colza, comparer 2,8 à 2,9 millions de tonnes l'année précédente, la récolte est à peu près la même. Il est vrai que le colza est une culture qui avait été plantée très tôt, donc bien avant l'augmentation des conflits, et donc elle est très proche, et toutes les surfaces en colza sont très proches de la frontière occidentale, donc loin de la zone de conflit. Donc on voit que s'il n'y avait pas de conflit, les résultats seraient à peu près le même que l'année précédente. Malheureusement, ça ne marche que pour le colza. À ce jour, les agresseurs russes ont détruit ou fortement endommagé un silo élévateur en Ukraine sur 6, et en particulier dans les 3 régions de Mykolaïev, Zaporizhia et Donetsk, où 41 des silos élévateurs détruits par les Russes, ils en ont détruit au total 75, et 41 dans ces 3 régions. Il va donc être très difficile cette année en Ukraine de savoir où stocker cette récolte 2022, et étant donné que les possibilités d'exportation rapide sont en fait très limitées, très précaires, et que les capacités de stockage ukrainiennes sont réduites de 90 millions de tonnes à 70 millions de tonnes. Donc, si l'on considère que la récolte 2022 sera de l'ordre de 63 millions de tonnes, qu'il reste encore 10 millions de tonnes de la récolte 2021 non exportée, ça fait donc 73 millions de tonnes, comparé à 70 millions de tonnes de stockage maximum disponible. Grosso modo, c'est suffisant, mais bien sûr, c'est rempli à ras-bord dans tous les silos et dans toutes les fermes. Et il y a certains endroits où il y a des congestions importantes et des problèmes de stockage. En Ukraine, aujourd'hui, on voit se développer des stockages de tout type dans des conditions quelquefois un peu limites. Et ça crée un risque aussi sur la qualité et la possible déclassification des graines. On constate déjà ce risque dans certains endroits d'Ukraine. La récolte limitait les efforts internationaux pour trouver des débouchés par barge, par le rail ou par la route, vont donc limiter les conséquences négatives de l'agression russe sur le blocage des ports et l'écoulement de la récolte 2022. Mais les plus gros problèmes sont à venir pour 2023. L'agression massive russe ayant eu lieu le 24 février, les cultures d'hiver, principalement le blé et le colza, avaient déjà été semées et les engrais le plus souvent déjà achetés à des prix raisonnables. Mais depuis le 24 février, le prix des intrants a doublé, même quelquefois triplé, comme on le voit sur cette slide de la ferme Champs-Élysées de mon ami Florent Garnier. Donc, quelquefois triplé, et les diesels ont plus que doublé. Donc, les intrants ont énormément augmenté. Par contre, les exportations étant bloquées et les traders, acheteurs qui ne savent pas où stocker et qui ne sont pas sûrs de pouvoir écouler la récolte, se font tirer l'oreille sérieusement et offrent des prix très bas à la réalisation de la récolte sur le marché intérieur. Vous voyez la chute terrible des prix ex-works. Dans l'exemple de mon ami, les Champs-Élysées, la ferme Les Champs-Élysées, du 1er juillet au 1er juillet 21 au 22, son diesel est passé de 0,76 par litre à 1,74 $ par litre, 2,3 fois plus cher, et ses engrais de 210 $ à 700 $ la tonne, soit 3,3 fois plus. Par contre, les prix de cession des graines ont chuté. Vous voyez sur la slide, je ne vais peut-être pas répéter tous les prix, mais c'est une chute de l'ordre de 40%. Du coup, son seuil de rentabilité en blé, qui était de 3 tonnes hectare, est passé à 6,3 tonnes hectare,
Et on sait pour l'instant, la récolte moyenne de cette année, c'est de 4,08 tonnes hectares, donc au-dessous du seuil de rentabilité. En maïs, de 3,8 tonnes hectares à 8,6 tonnes hectares. En soja, de 1,2 tonnes hectares à 2,2 tonnes hectares. Et en tournesol, de 1 tonne hectare à 2,1 tonnes hectares. Les conditions climatiques étant de plus moins favorables cette année que pour la saison précédente, on se trouvera dans la plupart des cas bien en dessous de ces seuils et donc on perdra une grande partie de la capacité financière qui avait été accumulée lors des très bonnes saisons précédentes. La situation est encore plus critique, bien sûr, pour les petits fermiers ukrainiens qui sont moins équipés, moins financés et qui ne savent plus vraiment s'ils seront en mesure de semer ou non la saison prochaine. Le ministre de l'Agriculture ukrainien, Mykola Solski, a indiqué sur Reuters que les emblavements de blé, qui sont déjà principalement, enfin pas tous semés, mais qui sont déjà bien engagés, ne seront que de 3,8 millions d'hectares, soit 20% de moins que les 4,6 millions d'hectares moissonnés en 2022 sur la partie non occupée de l'Ukraine. Et il ne s'attendait pas à plus de 15 millions de tonnes de blé récolté en Ukraine en 2023. Car il y aura une forte diminution de l'usage des engrais qui sont devenus trop chers et donc ces rendements vont chuter même au-dessous de 4 tonnes hectares. Les challenges créés par l'agression russe sont nombreux. Blocage des exportations, problèmes de logistique, manque de stockage, manque de personnel car beaucoup sont mobilisés, renchérissement des intrants, manque de diesel, pas de capacité de financement, 4 millions d'hectares minés, soit presque 10% de la surface cultivable d'Ukraine, et en plus, la guerre est loin d'être terminée. Dans ces conditions, les fermiers auront-ils encore la motivation et les moyens de semer et qui prendra le risque de les financer? Cela oblige à des changements structurels importants que l'on peut attendre et que l'on voit déjà s'effectuer au sein de l'agriculture ukrainienne. Quiconque connaît la mentalité ukrainienne et son attachement à la terre sait que quoi qu'il arrive, chaque mètre carré de terre cultivable sera cultivé, quelles que soient les conditions, avec ou sans engrais, avec ou sans produits phyto, avec ou sans mécanisation. Mais dans ces conditions, l'année prochaine 2023 sera très difficile dans tous les domaines et en particulier dans le domaine agricole. Pour ceux qui croient en la capacité agricole de l'Ukraine et en son aptitude à rebondir, c'est donc une année d'opportunité, tout à fait paradoxalement. D'autant que le marché de la terre agricole est désormais ouvert jusque 2024 seulement pour les Ukrainiens, personnes physiques, nous la limite de 100 hectares par personne, mais ensuite, à partir de 2024, ce sera ouvert aux acheteurs étrangers et aux sociétés et personnes morales qui seront les bienvenues. Il y aura donc une ouverture d'une fenêtre d'opportunité pour les investisseurs désireux d'acquérir des hectares de la très fertile et très recherchée terre ukrainienne pour tous les acteurs de la production agricole ou de la transformation agroalimentaire ou agro-industrielle. Bien sûr, pour cela, il faut posséder à la fois la technologie, les capacités de financement et ne pas avoir peur d'investir au son du canon. De plus, toutes les institutions internationales vont aider pour que l'agriculture ukrainienne continue d'être le grenier à blé de l'Europe et du monde. Certes, pendant 2 ou 3 ans, les ports vont continuer à être l'enjeu de terribles combats, mais les Ukrainiens ne lâcheront pas. Et en parallèle, vont s'ouvrir tout un réseau de débouchés nouveaux et de connexions alternatives. Des barges déjà de 1500 tonnes, très nombreuses, sont en construction pour développer le trafic sur le Danube, qui n'était que de 400 000 tonnes par mois en mars 2022, mais déjà de 1 500 000 tonnes en juillet 2022. À la frontière de l'Ukraine et de la Pologne et de la Hongrie et de la Roumanie, aux endroits accessibles par les rails à moindre écartement, qui vont dans toute l'Europe, d'énormes silos élévateurs sont en construction, financés principalement par les Américains. Et entre la Roumanie et l'Ukraine, de nouvelles voies ferrées sont installées rapidement, en partie d'ailleurs financées par la France, pour permettre aux trains d'apporter la récolte ukrainienne jusqu'au port roumain de Constanta. Donc, vous voyez sur cette slide, entre la Pologne et l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Pologne et la Roumanie et tous les pays qui vont derrière, des nouveaux trains chaque jour sont créés, relient chaque jour la frontière ukrainienne aux ports polonais, roumains ou des pays baltes. Et de très nombreux wagons de transport de céréales sont en construction dans toute l'Europe pour satisfaire cette nouvelle demande qui sera très importante dans les années qui viennent. Pour remplacer un bateau de type Panamax, 60 000 tonnes, il faut, selon les normes européennes, de 55 tonnes par wagon, 34 trains de 32 wagons, soit 1088 wagons, pour transporter les 60 000 tonnes de blé ou d'autres céréales. En un mot, l'Union européenne a besoin de 2 fois plus de wagons et de locomotives qu'elle ne possède actuellement, juste pour pouvoir accueillir dans l'avenir la majorité de la récolte ukrainienne si les ports de la mer Noire se trouvaient à nouveau bloqués
ou leurs infrastructures détruites. Donc, plus de débouchés vers l'Europe. Quoi que devienne l'issue des combats sur les rives de la mer Noire, la distribution de la récolte annuelle ukrainienne se redéploiera et passera à l'avenir de plus en plus par l'Europe continentale. L'Ukraine ne deviendra pas un deuxième Kazakhstan, mais au contraire s'intégrera de plus en plus au marché ouest européen pour y écouler la plus forte proportion de sa récolte. La porte du marché russe est fermée pour longtemps et donc l'Ukraine sera de plus en plus le grenier à blé de l'Europe. Et bien sûr, ces productions viendront peut-être un peu concurrencer nos propres productions européennes, mais surtout si l'on considère que l'Ukraine est désormais un candidat reconnu pour l'entrée dans l'Union européenne. Pour donner un exemple, peut-être ouvert sur la slide, les décisions qui ont été prises dans la très importante Ukraine Recovery Conference de juillet 2022 à Lugano, il montrait pour le domaine agricole que les State and National Partners vont issue 3 years agreements guaranteed by Ukrainian government for $20 to $22 billion to pre-finance export 21, 22, 23 and to buy and store the harvest. Institutional support of farmers' short-term liquidity during the war, expanding export capacities to European Union up to 4 million tonnes per month. Savoir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 1 million de tonnes et c'est déjà à fond, donc on pense penser à 4 millions de tonnes par mois. Erasing border between Ukraine and the EU, minimization of time, resources required to cross the border. C'est-à-dire que grosso modo, on n'ira plus de frontières entre l'Ukraine et l'Union européenne, en tous les cas en ce qui concerne les produits agricoles. Il est donc clair que les décisions ont été prises pour tout faire, pour aider à trouver les financements nécessaires, sauver la capacité export de l'Ukraine dans les années à venir. Ceci est d'autant plus vital pour le monde entier que les stocks mondiaux de blé et de maïs vont se retrouver cet hiver à leur plus bas depuis 10 ans à cause des événements climatiques de cet été en Europe de l'Ouest, en Amérique et en Chine. Tout sera donc fait rapidement pour essayer de pouvoir acheter plus à l'Ukraine. Les effets combinés de la guerre en Ukraine et de la sécheresse mondiale impliquent que, selon le International Grain Council, les stocks mondiaux de maïs, par exemple, à la fin de la saison 22-23, seront juste de 80 jours, soit 28% de moins que la normale et de ce qui était les quelques années précédentes. De plus, la production céréalière de l'Union européenne risque cette année d'être la plus faible depuis 15 ans. Il faudrait donc, théoriquement, que l'Union européenne puisse augmenter ses importations d'Ukraine d'environ 30%. Mais dans les conditions actuelles, surtout en ce qui concerne les menaces sur la saison 2023, cela ne va pas être facile. La diminution de la capacité d'export de l'Ukraine et le risque de voir le grain corridor bien fragile cesser de fonctionner à tout moment représentent donc un énorme risque pour la sécurité alimentaire mondiale et non seulement pour quelques pays pauvres d'Afrique. Il est essentiel et urgent pour l'Union européenne de voir son grenier à blé, qui a toujours été l'Ukraine, fonctionner et se remplir à nouveau normalement. Tous les investissements permettant de retour sur la scène internationale des échanges agricoles venus d'Ukraine, dans le plus bref délai, sont désormais prioritaires. Par ailleurs, en Ukraine même, il y a de plus en plus de transformations locales des matières premières, et principalement motivées par le faible prix des céréales et oléoprotéagineux à l'heure actuelle sur le marché intérieur ukrainien. De très nombreux investissements dans la transformation sur place des matières premières agricoles voient le jour. Usines de bioéthanol, biogaz, biométhane, c'est une des priorités du gouvernement actuel, car c'est plus intéressant que de vendre des matières premières et ensuite avoir à racheter du gaz à des prix élevés. Fabrique de chips, de pop-corn, ferme avicole, élevage pour la viande et aussi beaucoup pour le lait, conservation de légumes et autres. Le vice-ministre de l'Agriculture ukrainien, Taras Vysotsky, a récemment déclaré, et encore ce matin dans la conférence qu'il a donnée, « The war has accelerated Ukraine's transition from a commodity-based to a food-based economy ». Je terminerai, ça c'est la photo amusante que vous voyez dans l'herbe pure d'Ukraine, mais en fait c'est du chanvre. Je terminerai sur mon projet personnel qui rentre dans cette dernière catégorie. Ayant longtemps cultivé du lin et du chanvre dans ma zone d'activité dans le coin nord-est de l'Ukraine, tout près de la frontière russe, je suis en train de monter un projet de multiplication et de culture du chanvre industriel, non narcotique bien sûr, sur la base d'un ancien teillage de lin dans la région de Jitomir, dans l'ouest de Kiev. Il s'agit d'un investissement de l'ordre de 5 millions de dollars visant à produire 500 tonnes de multiplication de matériel de semences par an et de cultiver, grâce à ce matériel de semences, 5000 hectares de culture commerciale de chanvre en coopération
avec des accords de production avec les fermiers locaux aux environs du teillage, puis bien sûr de les détailler pour obtenir la fibre et la chènevotte. Ce projet que j'avais depuis quelque temps, qui ne déclenchait pas l'enthousiasme des institutions internationales présentes en Ukraine jusqu'alors, qui a actuellement, bien sûr peut-être à cause de la situation en Ukraine, reçu un feu vert de EBRD et un grand soutien de USAID qui cherche maintenant à créer en Ukraine une alternative à la filière du chanvre chinoise. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, je serai très heureux de vous en parler. De tels projets sont actuellement très nombreux en Ukraine. L'Ukraine est un pays qui a des ressources incroyables, une capacité de résistance étonnante. Il ne suffit pas de gagner la guerre, il faut aussi gagner la paix qui suivra. Il faut reconstruire l'Ukraine, lui donner les moyens de rejoindre les institutions internationales et principalement l'UE et l'OTAN. Donc la guerre dans le sud, on le sait, va durer jusqu'à la capitulation ou l'effondrement de l'agresseur russe, qui ne pourra jamais être vainqueur et qui sera amené à payer d'énormes réparations. Une période d'investissement s'ouvre donc pour tous ceux qui veulent se positionner dans la reconstruction de l'Ukraine et principalement dans son secteur agricole et agroalimentaire. La plupart des risques de guerre ou de force majeure peuvent être couverts par des assurances appropriées, principalement américaines, pour tous les bons projets d'ampleur soutenus par des associations, des institutions internationales occidentales. Donc la guerre actuelle, même si entièrement provoquée par les ambitions russes de conquête territoriale, est en fait une guerre de libération nationale de l'Ukraine après 350 ans d'une terrible colonisation qui a été jusqu'au vol de l'identité, de l'histoire et jusqu'au génocide contre son peuple. L'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre. Et il aura au contraire permis de démontrer qu'elle défend les valeurs européennes et démocratiques, qu'elle a en fait une chance plutôt qu'une charge pour l'Europe, à laquelle son histoire est liée depuis plus de 1000 ans et à laquelle elle appartient. Au lieu de devenir un deuxième Kazakhstan, elle deviendra au contraire un grand pays européen et apportera à l'Union européenne ses 40 millions d'hectares de terres arables, ses conditions climatiques favorables, sa façade maritime stratégique, ses conditions de travail très concurrentielles, son énergie et toute son expertise, particulièrement dans la sphère agricole. Cette mutation est en cours, à marche forcée. Les Américains sont bien sûr déjà activement présents, mais les Européens, et particulièrement les Français, sont les bienvenus. Et je serais d'ailleurs heureux d'aider ceux qui souhaitent y trouver leur place ou le créneau qui leur conviendrait le mieux. Vous pouvez avoir confiance, les investissements en Ukraine sont aujourd'hui probablement le meilleur pari qu'on puisse faire sur l'avenir. J'aime beaucoup cette dernière slide, Slava Ukraini. Bon, le photographe a eu le bon moment de transformer le drapeau ukrainien bleu et jaune. On voit un hélicoptère russe qui est abattu dans un champ jaune. On voit le sniper qui a pu abattre cet hélicoptère, qui a été récupéré le casque du pilote russe et qui fait un geste de la main qui, à mon avis, très mérité. Voilà. Donc, Slava Ukraini, vive l'Ukraine et merci beaucoup de votre attention et je suis bien sûr prêt à répondre à toutes vos questions. Героям слава. Merci beaucoup, Michel. Chers alumni, si vous avez les questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. L'option, vous pouvez poser aussi les questions dans le chat et on peut revenir à notre session Q&A plus tard. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les questions maintenant? OK. Donc, on continue avec la présentation de Jacques et on revient à vos questions en fin. Si vous avez des idées, n'hésitez pas encore une fois à poser dans les chats. Oui, s'il vous plaît, Jacques. Très bien, merci. Je remercie beaucoup Michel de cet exposé extrêmement riche et très encourageant pour l'avenir, quelles que soient les conditions actuelles qui, on le mesure, sont particulièrement difficiles. Moi, je vais vous exposer en quelques minutes un sujet particulièrement compliqué, c'est l'effet de cette guerre sur le commerce international et même sur la stabilité internationale. Et je vais vous rappeler quelques chiffres essentiels du contexte, parce que le contexte, lorsque la guerre a commencé, était déjà un contexte fragile en divers points. Et puis voir ensuite quelles sont les évolutions possibles dans les prochaines années, et notamment
la relation entre l'Europe et l'Ukraine. Agriculture stratégique, je préside, est un think tank qui travaille notamment sur l'évolution de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Europe. Et nous sommes en train de préparer une réforme de la PAC qui tient compte d'un objectif qui devient majeur aujourd'hui de souveraineté et de sécurité alimentaire. Et j'y intègre bien évidemment une association étroite qu'il faut trouver avec l'Ukraine qui transcendra très certainement les procédures habituelles d'association qui peuvent prendre 15 ou 20 ans, voire plus. Je pense que là, il y a une urgence et c'est le principal facteur que l'on peut retenir des conséquences de cette guerre, c'est que l'urgence commande de trouver une solution extrêmement rapide en matière agricole et agroalimentaire. Je rappelle que la surface agricole utile de l'Ukraine, c'est à peu près plus 25 à 30% par rapport à la surface agricole utile de l'Europe occidentale, de l'Union européenne. Donc, quel est le contexte avant-guerre? Les échanges alimentaires mondiaux n'ont jamais été aussi élevés en 2020, malgré le Covid, 1100 milliards d'euros, ce qui fait qu'on est dans un contexte très ouvert. Et le commerce mondial porte essentiellement sur les produits végétaux. Les produits animaux ne représentent que 17% du total. Je rajoute que les productions végétales sont échangées au maximum, ça représente 5 à 10% des productions. Donc, c'est un commerce qui est en croissance, mais c'est un commerce qui est assez étroit et l'Ukraine occupe une position particulière. L'Ukraine et la Russie, d'ailleurs, exportent plus que beaucoup d'autres pays. L'Union européenne étant, elle, en situation de restriction de ses exportations pour des raisons sur lesquelles je reviendrai ensuite. Donc, transparence suivante, s'il vous plaît. Là, on a rappelé ici quel était l'ordre des principaux pays exploitateurs dans le domaine agroalimentaire. On voit que l'Union européenne est largement devant les États-Unis et le Brésil et que la Russie et l'Ukraine, c'est toute exportation confondue, produits végétaux, produits animaux, boissons, poissons. La Russie et l'Ukraine sont 11e et 17e rang, mais les deux pays sont en forte croissance d'exportation, notamment la Russie, qui, après l'embargo de ces dernières années, a forcé notamment sur la production de blé. Aujourd'hui, la Russie est le premier exportateur, enfin a été en 2021 le premier exportateur mondial de blé. On va passer donc au transparent suivant. Donc, Russie et l'Ukraine, c'est près de 30% des exportations de blé. Là, je reprends un peu les chiffres que tu as évoqués. Tu as évoqué le chiffre de 27%, 15% du maïs, 75% du tournesol. Mais j'ajoute que la Russie est un exportateur dominant en matière d'hydrocarbures, de charbon et d'engrais. On voit qu'en matière de gaz, on va y revenir tout à l'heure, la Russie, c'est 20% des exportations mondiales, 11% du pétrole, 15% du charbon. Et dans le domaine des engrais, la Russie a une position extrêmement dominante. Il faut ajouter à cela, comme je viens de le dire, les exportations de blé qui, en Russie, aujourd'hui, dépassent les exportations américaines. L'Ukraine exporte chaque année 10 millions de tonnes de céréales, enfin jusqu'à maintenant, vers le marché européen. Et il y a un potentiel de croissance très fort. Donc, alors, plus de 30 pays, un autre aspect du contexte, plus de 30 pays dépendent de la Russie et de l'Ukraine pour au moins 30% de leurs importations de blé. Au moins 20 pays, en fait, il y en a 18, on le verra sur le transparent suivant, tirent plus de 50% de leurs importations de blé de ces deux pays. Et près de 40% du total des importations africaines de blé proviennent de Russie et d'Ukraine. C'est ce que l'on voit dans le graphique suivant. Alors voilà, là, vous voyez que tous ces pays qui sont principalement Afrique, Moyen-Orient et Proche-Orient ont des niveaux je dirais, d'importation dans la consommation qui sont proches de 100% pour beaucoup d'entre eux. C'est les petits losanges que l'on voit, les petits losanges noirs que l'on voit en haut, et les histogrammes présentent la part de la Russie et de l'Ukraine dans ces importations. On voit bien que des pays comme l'Arménie, le Soudan, le Liban, la Géorgie, l'Égypte, l'Azerbaïdjan ont une importation en provenance de la Russie et de l'Ukraine qui représente 80 à 90% du total de leurs importations. Donc, on a pour ces pays-là une situation qui est une situation de crise absolue, qui se résout difficilement pour l'instant. Et quand Michel a rappelé l'accord du 22 juillet, on voit bien que les Russes se sont empressés de dire que certaines de ces exportations n'allaient pas directement à ces pays, mais allaient plutôt vers l'Occident. Donc, on a un véritable sujet
Pour l'instant, la situation de ces pays n'est pas catastrophique comme elle a pu l'être dans les années 2008, en pleine crise alimentaire, mais on craint beaucoup les conséquences en 2023. On vit un petit peu au jour le jour aujourd'hui. Il est évident que certains de ces pays vont se trouver en état de collapsus économique. Nous continuons. Alors, ça, c'est un élément très important. La Chine joue un rôle très particulier. La Chine est devenue un stockeur capital au niveau mondial. La régulation du marché mondial des céréales en particulier vient de l'augmentation, de la forte augmentation des stocks chinois. On voit bien qu'entre 2010, 2011 et 2021, 2022, les Chinois ont doublé leurs stocks ce sont les stocks de blé, et ça représente une part importante de leur consommation. Alors qu'on voit bien, c'est la courbe bleue et la courbe jaune, le reste du monde garde un niveau de stock qui représente à peu près 25% de la consommation mondiale. En Chine, le niveau de stock représente à peu près une année de consommation. Et on sait bien qu'il y a des échanges de plus en plus importants entre la Russie et la Chine en matière d'exportation de blé. C'est une des causes premières de l'augmentation du prix du blé, l'augmentation du prix des céréales dans les années 2020-2021. Alors, est-ce que cela doit être intégré à la préparation de la guerre, puisque la Chine a quand même participé à la préparation de cette guerre? Est-ce que c'est une des mauvaises conséquences de cette guerre que d'avoir un importateur extrêmement massif qui dicte finalement de manière assez directe le niveau des prix internationaux? En tout cas, c'est un fait et il fallait que je vous en parle parce que tout ça entre dans le contexte qui occupe aujourd'hui le terrain et dans lequel s'inscrit la guerre. Donc, on va passer au transparent suivant. Donc, marché des céréales tendu avant la guerre. En 2020, il y a eu des taxes à l'exportation de la Russie sur le blé, le maïs, l'orge. Ça a été le début de l'augmentation des prix agricoles. 2021 et maintenant 2022, des mauvaises conditions climatiques, baisse de prévision de la récolte de blé, taxes à l'exportation de la part des Russes, nouvelle hausse des prix. Alors certes, les prix des céréales ont baissé, mais ils restent quand même très élevés. Moi, je me souviens que dans les années 2015 à 2018, les prix mondiaux étaient aux alentours de 160 à 180 $. Aujourd'hui, on est à peu près au double. En parallèle, hausse du prix des engrais azotés corrélée à celle du gaz. Et on va voir que ça a des effets sur les industries productrices d'engrais qui sont des effets extrêmement délétères, puisqu'aujourd'hui, il y a des secteurs industriels qui se mettent à l'arrêt pour cause justement d'incapacité à absorber les hausses de prix sur le gaz. Alors maintenant, on va entrer dans la deuxième partie de mon exposé, qui sont les conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés agricoles. Donc là, dès le mois de mars-avril 2022, on a vu une très forte augmentation du prix des céréales, puisqu'on a pratiquement atteint 500 $ la tonne de blé. Et simultanément, la Chine annonçait la pire récolte de son histoire. Là, on va continuer. Alors ça, c'est aussi une vision qui démontre bien que la crise actuelle est, depuis les années 60, la crise la plus importante en matière de prix des produits alimentaires. Le réel, c'est en dollars ou en euros constants, et le nominal, c'est en euros courants. On voit bien les deux grandes crises, la crise pétrolière de 73, où là, l'indice des prix des produits alimentaires est monté au-delà de 130. Je rappelle que la base indice 100, c'est 2014-2016. En 2008 et 2011-2012, on a frôlé les 120, mais là, dès le début de l'année 2022, on est monté pratiquement à l'indice 150. Ça n'a jamais été observé sur 60 années, ce qui veut dire que la déstabilisation est forte et que le contexte, qui était déjà un contexte fragile, ne va certainement pas nous amener à retrouver une stabilité dans les mois qui viennent. Peut-être même dans les années qui viennent. Je pense que l'année 2023 restera une année extrêmement tendue, quelle que soit l'issue de la guerre actuelle. Là, on rappelle que l'indice FAO des prix alimentaires, après donc une très forte augmentation en mars,
c'est à peu près stabilisé aujourd'hui, mais à un niveau d'indice qui reste très élevé. On est à 135 par rapport à un indice 100 en 2014-2016, mais on voit déjà que l'année 2021 avait connu une forte augmentation. C'est pour ça que j'ai commencé par un exposé sur le contexte. On arrive sur une situation qui était déjà fragile. Et l'indice FAO des prix des denrées alimentaires, on voit bien que les huiles végétales, les céréales, les produits laitiers restent à des niveaux extrêmement élevés par rapport à la base 100 des années 2014-2016. Donc, ça s'est un petit peu assagi sur les marchés agricoles et le marché des denrées alimentaires, mais c'est loin d'avoir retrouvé le niveau moyen des années précédentes. On est durablement dans une situation de tension sur les prix. On va peut-être poursuivre. À partir de la moitié de l'année 2022, donc, il y a eu une détente sur les prix, mais une détente extrêmement relative. Si les prix sont redescendus à des niveaux d'avant l'invasion, ils restent encore très élevés. Et pour l'instant, le scénario du pire, avec ces ouragans de famine redoutés par l'ONU, semble éviter. Mais pour l'instant, la situation, encore une fois, de nombreux pays est extrêmement tendue. Et l'Europe, pour des raisons que je vais évoquer maintenant, est elle-même dans une situation de plus en plus tendue. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti il y a quelques jours, le rapport Duplon, avec qui on travaille depuis quelques années, qui montre bien que la souveraineté, l'autosuffisance alimentaire de la France et de l'Europe ne cesse de décliner et que la nouvelle politique agricole Farm to Fork est une politique qui, au bénéfice d'objectifs environnementaux extrêmement louables, conduit à une réduction progressive de la production. Il y a des études qui ont été faites par l'USDA, par l'université de Kiel ou l'université de Wageningen qui démontrent que si cette politique est appliquée comme elle doit l'être à partir de 2023, puisque la nouvelle PAC entre en vigueur le 1er janvier 2023, il y aura une baisse de la production de 15 à 20%, aussi bien dans le domaine des grandes cultures que dans le domaine de l'élevage, ce qui est absolument incompatible avec la situation dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, d'ici un mois, le think tank que je préside proposera une réforme en profondeur de la politique agricole commune en s'inspirant un petit peu de ce que font les Américains avec les aides contracycliques et en mettant en œuvre en Europe une aide alimentaire beaucoup plus importante puisqu'on va avoir des effets de précarité. Et le troisième point sera de trouver une zone de libre-échange qui est en train de se mettre en place en attendant une véritable association avec l'Ukraine, de manière à renforcer le potentiel de l'Europe et de renforcer le potentiel de développement de l'Ukraine grâce à l'Europe. C'est un point sur lequel on est en train de travailler. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand-chose de véritablement tangible. L'Europe a débloqué 500 millions d'euros d'aide de crise. L'Europe a autorisé les États membres à utiliser les 4% de jachère qui était prévu dans le cadre de la nouvelle PAC, mais c'est très loin, à mon avis, d'être à la hauteur de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, je vais aller maintenant vers la fin. Donc, alors maintenant, bon, il y a des inquiétudes sur le maïs à cause de la sécheresse que l'on vient de vivre, et donc problème en matière d'alimentation du bétail, des tensions accrues sur les engrais, et ça va s'aggraver encore. Je vous rappelle que la Russie est le premier exportateur d'engrais à base de nitrate d'ammonium, c'est 49% du marché, de produits NPK, 38%, d'ammoniac, 30%. C'est un point, je dirais, de blocage du commerce international qui, aujourd'hui, va conduire et conduit déjà à une augmentation très forte des coûts de production. Je n'ai pas les chiffres exacts pour l'Europe parce que c'est assez varié selon les pays, mais Michel a rappelé tout à l'heure pour l'Ukraine qu'il y avait une augmentation des engrais, je crois, d'un facteur 3. C'est à peu près, on n'en est pas très loin dans certaines régions européennes. On passe au transparent suivant. Le prix du gaz ne cesse de monter et ce n'est pas les événements récents sur Nord Stream 1 et 2 qui vont faciliter une issue. On était en août à un prix qui était à peu près plus du triple du prix qui était celui du gaz naturel au mois de janvier. Je crois qu'il reste 2 transparents, donc nous allons finir de manière à rester à peu près dans les limites de l'exercice.
Rupture possible de production d'engrais, il y a des fermetures d'usines en cours. Il y a un grave danger d'un effet ciseau, baisse des prix, on risque de connaître une certaine baisse des prix, même si elle est relative, des prix des matières premières agricoles, mais on a une très forte augmentation des coûts de production. Il y a des effets ciseaux, ça peut avoir un effet dévastateur sur nombre d'exploitations européennes. L'Union européenne est mal préparée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chaque État agit isolément et on a une PAC inadaptée. Donc, je crois qu'on en arrive au dernier transparent. Donc, ça, c'est un petit peu un rappel général de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, l'agriculture et les industries agroalimentaires sont au cœur des stratégies et des défis du XXIe siècle. On va vers 10 ou 11 milliards d'hommes et on est bientôt à 8 milliards. L'Europe sous-pondère son action en la matière au profit d'agriculture d'autres pays qui ont bien compris les enjeux majeurs. J'ai parlé de la Russie, le Brésil. Je rappelle qu'en Chine, les budgets qui sont dévolus à l'agriculture ont été multipliés par 3 entre 2008 et 2022, alors que l'Europe connaît une baisse de ses budgets dévolus à l'agriculture de plus de 20% depuis 15 ans. Des facteurs de crise successifs sont à venir et ces facteurs vont se cumuler. Une volatilité persistante des matières premières agricoles et une instabilité politique accrue, un transfert de puissance alimentaire vers des pays émergents ou de nouvelles puissances agricoles. L'Afrique, en la matière, a un potentiel de développement agricole absolument considérable. Une incapacité à construire une politique mondiale de sécurité alimentaire. L'OMC est une référence totalement inadaptée en la matière. D'ailleurs, l'OMC est en état quasiment de mort clinique, mais l'Union européenne en particulier fait toujours référence à l'OMC. Bon, le réchauffement climatique, même si les avis sur les conséquences et la vitesse de ce réchauffement sont très variables selon les scientifiques, il y a incontestablement un phénomène qui est en train de se passer et ce phénomène a un impact sur les cultures. Une faiblesse croissante des agricultures européennes, c'est la baisse continue de la production de l'UE. Une modification en profondeur des habitudes de consommation et des réseaux de distribution. Et j'en viens à mon propos, qui est ma conclusion. Quid de l'association de l'Ukraine à l'UE? C'est une voie d'avenir en matière de sécurité alimentaire, aussi bien pour l'Europe que pour l'Ukraine, et c'est une véritable voie de développement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Michel, pour cette information détaillée. Maintenant, on va passer à questions, si on a déjà. Donc, j'ai reçu une question concernant le rôle d'Erdogan, le président turc, dans les négociations et aussi dans l'export des graines de l'Ukraine. Michel, Jacques, vous pouvez prendre cette question? Jacques, peut-être si tu veux, je peux si tu veux. Vas-y, je dirais peut-être un mot, mais vas-y, tu connais mieux que moi le sujet. Bon, la position de la Turquie, bien sûr, est une position très importante. Il y a eu beaucoup de guerres de Crimée, mais c'est la première fois que l'Ukraine fait une guerre avec le soutien de la Turquie. Et c'est assez important parce que la Turquie a des droits sur la Crimée. C'était un ancien sultanat. Donc Erdogan, qui cherche toujours un petit peu à être ami des deux côtés, a quand même dû récemment prendre une position pour l'Ukraine. Il faut dire que Bayraktar, ces drones ont joué un rôle très important. Donc, la Turquie aussi a acheté des armes, même membre de l'OTAN, a acheté des armes et surtout un système de défense antiaérienne russe et s'en mord aujourd'hui sacrément les doigts parce qu'ils s'aperçoivent que le système est totalement inefficient. Donc, ils ont pris position aujourd'hui pour soutenir l'Ukraine et cherchent par tous les moyens un accord de paix. Cet accord de paix est aujourd'hui introuvable puisque les Ukrainiens ne sont pas prêts du tout à discuter avec, donc, comme l'a dit Boris Johnson, hein, quand vous baladez au bord d'une rivière, un crocodile vient et vous mange la jambe, vous n'allez pas négocier avec lui, vous allez essayer de tuer le crocodile. Donc, c'est un peu la situation actuelle en Ukraine. Donc, Erdogan essaye par tous les moyens de trouver des accords, c'est aussi dans son tempérament, mais cet accord est introuvable. Il a quand même joué un rôle important pour cet accord sur le Grain Corridor, donc à Istanbul, puisque c'est le seul
point d'accord aujourd'hui qu'on a pu trouver où la Russie et l'Ukraine ont signé un papier, bien sûr sous la protection des Nations Unies et avec la présence de la Turquie. Et c'est la seule chose qui est à peu près aujourd'hui à peu près respectée et qui permet donc de sauver un peu la situation, particulièrement l'alimentation mondiale. Mais je pense que le rôle de la Turquie à l'avenir sera important peut-être dans un an, quand les choses seront plus claires. Aujourd'hui, malheureusement, quelle que soit la volonté des intermédiaires qui voudraient créer un pont entre l'Ukraine et la Russie, ce pont n'existe pas, puisque les atrocités commises par la Russie en Ukraine sont énormes et absolument inqualifiables et inacceptables. Donc, aucun Ukrainien n'ira aujourd'hui discuter avec un Russe. C'est impossible, même si Erdogan le souhaite vivement. Voilà, Turquie, donc un allié assez solide, qui a pris position pour l'Ukraine, mais qui chercherait à une voie de réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, malheureusement aujourd'hui inexistante. Juste un point que je voudrais rajouter, la Turquie a une situation un petit peu ambiguë aussi. Ils soutiennent l'Ukraine parce que derrière ce soutien à l'Ukraine, il y a le rêve de l'association de la Turquie à l'Europe. C'est-à-dire que je pense que Erdogan se met un petit peu dans cette logique de renforcer les possibilités pour la Turquie d'être associée à l'Europe. Deuxièmement, la Turquie est quand même un gros importateur de blé russe. Donc, la position de la Turquie est d'essayer de trouver un accord, de tempérer la guerre, mais comme tu viens de le dire, aujourd'hui, la frontière des possibles a été franchie et il n'y a qu'une solution où l'Ukraine redevient totalement souveraine qui résoudra, à mon avis, la situation. Et la Turquie, en la matière, est un intermédiaire, mais un intermédiaire qui est un petit peu bridé aussi par ses adhérences avec la Russie. Il y a le blé, il y a la Syrie, il y a tous ces facteurs qui jouent. Oui, plus la Russie la Turquie connaît elle-même une crise actuellement assez grave. Absolument. Donc, il est certain que les approvisionnements, non seulement de blé de Russie ou d'Ukraine, mais aussi de gaz, jouent un rôle important et obligent Erdogan à une situation un peu entre les deux chaises. Pour finir ce sujet, on a une question de Florent. En relation avec les discussions sur Erdogan, quel est l'avenir pour le corridor d'exportation? Il me semble que l'accord actuel se termine en fin novembre. Qu'au-delà de cette période? Michel, je te laisse répondre, tu en as déjà parlé d'ailleurs. Évoqué dans mon exposé, donc l'accord signé le 22 juillet est un accord par 120 pays. Il y a une reconduction théoriquement automatique. Michel, on ne vous attend pas. Michel? Oui. Michel, on ne vous attend pas. Ah, pardon. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est bon. Oui, c'est mieux. Oui, voilà, le doigt sur le speaker, pardon. Donc, l'accord d'Istanbul du 22 juillet 2022 est un accord pour 120 jours. Il est reconductible automatiquement de 120 jours en 120 jours, à moins que l'une des parties ne décide de s'y opposer. Donc, la partie ukrainienne a déjà annoncé qu'elle était prête à le reconduire. La partie russe se fait tirer l'oreille. Bon, et on croit qu'on va attendre, il va falloir attendre le 20 novembre pour savoir si il dénonce cet accord ou pas. Le ministre, comme j'en parlais dans mon exposé, le ministre de l'Agriculture à Paris récemment était très douteux et faisait exprimer de sérieux doutes sur la reconduction de cet accord. Ce matin, j'ai eu dans une conférence donc un exposé du vice-ministre Taras Vysotsky qui était lui plus positif. Il disait qu'aujourd'hui, même la Russie a quelque part intérêt économique à la reconduction de cet accord et que donc il serait probablement reconduit. Bon, c'est du 50-50. Par contre, j'ai aussi ce matin, dans la conférence auquel je vais participer, des fermiers, donc des agriculteurs, producteurs ukrainiens, qui disaient que avec l'attente, un peu d'inquiétude existait et que certains traders avaient commencé à arrêter les achats, puisque les délais aujourd'hui d'exportation des graines sont très longs et les délais de stockage sont longs, les bateaux ne viennent pas aussi vite qu'on souhaite, ce qui fait que certains traders aujourd'hui ralentissent leurs achats en pensant que peut-être cet accord n'allait pas être conduit. Donc c'est un 50-50
ce qui est très inquiétant, bien évidemment, pour la suite. On a commencé à recevoir beaucoup de questions et remerciements pour vous. Donc, Thomas Leclerc, dans les problématiques que connaît l'Europe dans sa souveraineté alimentaire, n'est-il pas un sujet de défiance du consommateur européen vis-à-vis du monde agricole qui entraîne un transfert de production vers d'autres régions? C'est un vaste débat. La défiance des consommateurs, je crois qu'elle est plutôt mise en scène que vraiment réelle. Mais il est certain que quand beaucoup d'associations décrivent les modes de production, décrivent l'utilisation d'intrants, alors même qu'il n'y a pas toujours des preuves scientifiques, on le voit d'ailleurs avec certains produits, et il y a certaines hésitations. Mais le résultat, c'est que la sécurité alimentaire, ou plutôt la souveraineté alimentaire européenne ne cesse de baisser, l'autosuffisance alimentaire ne cesse de baisser, on importe de plus en plus. Et on importe de plus en plus des produits qui, eux, ne répondent pas aux mêmes critères de, je dirais, de rigueur en matière de production. Un exemple, c'est le maïs. On ne peut pas produire en Europe de maïs OGM. On importe du maïs des États-Unis, qui est un maïs OGM. Je crois qu'il y a une quarantaine de variétés de maïs qui sont importées. Toutes ces variétés sont OGM. Donc, il va falloir que l'on sorte assez rapidement de cette situation de défiance, parce que cette situation de défiance aboutit à cette stratégie où ce sont des objectifs essentiellement environnementaux qui guident la politique agricole, alors qu'on a oublié totalement les problématiques d'autosuffisance et de sécurité alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, il faut continuer à avoir des objectifs extrêmement rigoureux, mais l'Europe est très en avance par rapport à beaucoup d'autres pays. Il faut donc trouver un équilibre entre la défiance vis-à-vis des modes de production et la nécessité de renforcer la capacité de production pour nourrir une Europe qui, sinon, bientôt, se nourrira principalement avec des importations qui n'auront pas les mêmes caractéristiques de sécurité alimentaire, notamment de sécurité sanitaire. Merci beaucoup. Lyubov Tsapenko voudrait partager un commentaire très important sur les conséquences en futur. Lyubov, prochain. Oui, bonjour. Je voudrais juste donner un petit commentaire. Maintenant, je connais que le ministère agricole et l'Institut économique qui travaille avec le ministère a calculé que le terrain qui ne peut pas être cultivé pendant l'année prochaine est à peu près 20% maintenant du terrain total. Donc, l'année prochaine, nous allons voir que ces terrains, ce ne sera pas possible à utiliser. Et puis, une autre chose importante à dire, que les céréales, le blé et le maïs, ce sont les cultures les plus dures pour le sol. Et en Ukraine, parce que c'était le temps favorable pour les exporteurs, ils ont utilisé le sol trop fort. Ils n'ont pas changé les champs, ils ont cultivé le blé et le maïs pour quelques années conséquentes sur le même champ, sur le même sol. Et la question est que même si ça ne change pas, dans 5 ou 10 années, nous allons voir que la production sera baissée parce que le sol ne peut pas plus produire. Donc, c'est ça la question maintenant. Vous savez très bien qu'il y a des terrains conservés à l'Europe et en Amérique qui ne sont pas utilisés parce que le sol reste. Et maintenant, ce sera une question très importante. Où trouver le terrain pour cultiver assez des grains? Voilà, c'était mon commentaire. Michel, Jacques, vous voulez des commentaires, répondre? On n'entend pas, Michel. Michel, toujours on n'entend pas. Michel? Michel?
Vous m'entendez? Ah, attends, pardon, je suis en train de mettre le doigt encore là où il ne faut pas. Voilà. Oui, C'est mieux? c'est bon, oui. Voilà. Oui, donc en Ukraine, avec la guerre, donc il y a effectivement 20% du territoire qui a été occupé, même si c'est aujourd'hui plus que 15%, mais bien sûr, les terrains sont minés. Donc il y a environ 10% de la surface cultivable ukrainienne qui n'est pas praticable à cause des mines et encore 15% d'occupés. Donc, même si on arrive à libérer tous les territoires d'ici la fin de l'année, ils seront difficilement cultivables pendant quelques années. Donc, je veux rappeler par exemple pour le blé, en 2021, les emblavements totaux, c'était 6 millions d'hectares. La récolte n'a pu se faire que sur 4,6 millions d'hectares. Ça fait donc 1 400 000 hectares qui ont été perdus, enfin pas pour tout le monde, la Russie va en voler beaucoup. Et l'année prochaine, on ne prévoit plus que, je l'ai dit dans mon exposé, que 3,5 millions d'hectares. Donc une vraie chute des emblavements de certaines cultures en Ukraine, mais principalement liée à la guerre, sachant que le problème des mines, ce n'est pas un problème simplement pour 2023, c'est un problème pour les 10 ans qui viennent. En ce qui concerne la rotation des cultures, oui, c'est tout à fait exact. L'Ukraine est devenue une sorte de corn belt ou de sunflower belt dans les dernières années. Je vois les répétitions de culture donc, de tournesol tous les 3 ans, alors que je crois qu'en France, c'est tous les 6 ou 7 ans, donc beaucoup plus rapide. Ça crée certainement des risques. Donc, je propose à tout le monde de cultiver du chanvre. C'est une très bonne culture, très bonne rotation, très bonne tête de rotation. Ça améliore beaucoup la qualité du sol et ça facilite aussi et augmente les rendements des années prochaines. Donc, effectivement, il y a un risque. Beaucoup de maïs, beaucoup de tournesol en Ukraine, beaucoup plus que le raisonnable. Bon, mais peut-être qu'avec la guerre, tout va redevenir un petit peu plus normal. Mais il y avait eu un emballement très clair. L'Ukraine était devenue le premier fournisseur de tournesol. Bon, ça crée, vous le voyez d'ailleurs sur les étalages des magasins, quand le corridor ne marchait pas, il n'y avait plus d'huile de tournesol en France. Et cette position de monopole était à la fois bien plaisante, mais ne peut pas durer indéfiniment. Il faut une meilleure rotation des cultures. Et le chanvre est une très bonne rotation. Merci beaucoup, Michel. On a encore 2 questions. On va prendre 2 dernières questions avant de finir notre session. Où partent les productions russes actuelles? En céréales, engrais, gaz? Vers la Chine? Syrie. Chine, Syrie, Turquie. D'accord, merci. Turquie, pardon. La Turquie a arrêté des bateaux qui amenaient du grain russe. La Turquie joue le jeu pour l'instant de désaccords, donc elle est d'ailleurs partie prenante. Je ne crois pas qu'elle achète beaucoup aujourd'hui de céréales russes sous sanctions. Je ne crois pas. En tous les cas, elle a arrêté des bateaux qui transportaient du blé ukrainien, transporté ou volé par les Russes. Elle a arrêté ces bateaux, ça fait beaucoup de bruit en Ukraine. Ah, d'accord. D'accord, merci. Et la dernière question? Mais la Syrie, bon, il faut savoir aujourd'hui d'une façon très intéressante que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, est en Afrique et qu'il est prévu d'être en Afrique pour 10 jours. Donc, je pense que la situation des pays d'Afrique qui sont courtisés fortement par la Russie, et aujourd'hui, je pense que notre ministre essaye de compenser un petit peu cette pression, est importante. Il est certain que tout le monde un peu compte ses alliés, compte ses acheteurs potentiels, et donc l'Afrique joue un jeu très important pour l'écoulement des récoltes. Ok, merci. Avant-dernière question. Quel est le niveau de replantation de tournesol en Ukraine? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Quel est le niveau de replantation du tournesol en Ukraine? On n'en est pas encore, au semis. C'est une culture de printemps, donc ça va se jouer au niveau du mois de mai et au niveau du mois du printemps de l'année prochaine. Cette année, la récolte est de l'ordre de moins 40%. Mais il y avait à la fin de l'année 2021 un énorme surplus d'huile de tournesol produite par les fournisseurs ukrainiens, puisque la récolte avait été très bonne en 2021. Donc, on considère que cette année, sur les 9, je crois que j'avais prévu 9,6 millions, je crois, attendez, je regarde mes chiffres,
où il doit y avoir 9,6 millions de tonnes de tournesol. Attendez, excusez-moi, enfin, on prévoit une production d'huile de 4 millions de tonnes cette année. Et il reste 1 million 100 tonnes de stock d'huile de l'année dernière. Donc, pour cette année, il y aura assez d'huile de tournesol dans la mesure où les bateaux peuvent quitter les 3 ports ukrainiens. Pour l'année prochaine, il faut savoir que ces cultures sont toutes, les cultures de tournesol sont très près des zones de combat et que les infrastructures industrielles et portuaires ukrainiennes sont la cible tous les jours des drones iraniens ou russes. Donc, il y a une certaine inquiétude, oui, bien sûr. Par contre, combien d'hectares seront semés, ça, c'est une décision qui peut se prendre qu'au printemps de l'année prochaine. Pour l'instant, on en est presque la moitié de la récolte de cette année. Merci, Michel. Et on arrive à la dernière question pour aujourd'hui. Sur l'entreprise française et internationale, c'est la question de Bogdan Bondar, qui était obligé, c'est concernant l'entreprise française en fait, internationale, qui était obligée d'arrêter leur activité en Ukraine avec le début de la guerre en février. Est-ce qu'ils prévoyant les retours, est-ce que c'est déjà fait pour les sauteurs d'ailes? Quel est le climat d'investissement aujourd'hui ou c'est très tôt de parler aujourd'hui d'investissement? Tu veux répondre, Jacques Non, non, je te laisse répondre, tu es beaucoup plus au fait. Ce que je sais, ce matin, il y avait un comité agricole de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne auquel j'ai participé à distance. Donc, il y a un très grand, je dirais, pas optimisme, mais une très grande tranquillité des opérateurs français aujourd'hui en Ukraine. Bon, je crois que Sugden ne travaille pas en Ukraine. Enfin, à mon avis, j'ai jamais entendu parler sauf il y a 20 ans, de Sugden est plutôt en Russie. Mais les gros opérateurs comme Soufflet, Louis Dreyfus, pourtant Louis Dreyfus, son silo élévateur a été la cible d'un drone iranien il y a moins d'une semaine, son portuaire à Odessa, son silo portuaire à Odessa. Ils ont quand même une certaine tranquillité sur le fait que l'agriculture ukrainienne va se reprendre très vite, que les investissements principalement américains qui sont faits en stockage, par exemple, sur la frontière ukraino-polonaise sont majeurs, que les sorties vers l'Europe continentale, cette fois, qui s'organisent soit par barge sur le Danube, soit par train, soit même par camion, puisqu'on est en train de faciliter par tous les moyens le passage de la frontière des camions vers l'Europe continentale. Ils sont assez confiants que ça va assez vite rattraper les risques liés au transport portuaire. Donc, je n'ai pas connaissance d'une société française qui aurait arrêté de travailler en Ukraine dans les 6 derniers mois. Je n'en connais pas. Je confirme que Ukrbank, des filiales de BNP Paribas, continue à rester en Ukraine, toujours reste en Ukraine. Oui, bien sûr. Et en fait, le business se passe bien, donc il y a beaucoup de mouvements au secteur financier. Donc, il est vraiment très chargé aujourd'hui. McDo, qui a arrêté temporairement les activités, il a déjà été repris aussi dans les financiers. Oui, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets et beaucoup de bonne volonté pour arriver à effacer les conséquences, bien sûr, immédiates, très négatives d'une guerre. Il y a beaucoup de bonne volonté, les gens n'ont pas perdu confiance, le soutien à l'Ukraine est très fort. Bon, le Crédit Agricole qui est aussi présent en Ukraine, ce matin, la réunion avait lieu chez eux, ils disent que 50% de ces activités sont toujours du soutien de l'agriculture, principalement française en Ukraine. Donc, je crois que c'est bien financé, la situation est bien comprise, personne ne s'en va. Merci beaucoup, chers Jacques et Michel. Vous avez reçu beaucoup de compliments dans les charts et beaucoup de remerciements. Merci pour cette intervention très intéressante, enrichissante. Donc, n'oubliez pas, si vous avez cette volonté, n'oubliez pas d'aider l'hôpital Akhmadit, pour le plus grand hôpital pour les enfants du monde, 32 000 opérations graves par an, actuellement bien sûr très occupé.
C'est un hôpital pour les enfants fantastique qui a beaucoup fait pour les enfants après Tchernobyl, donc il y a une expérience en oncologie absolument remarquable et qui fait maintenant beaucoup, malheureusement, pour les enfants, beaucoup de prothèses, beaucoup d'amputations, beaucoup de problèmes qui sont tous les jours réglés, toutes les vies sont sauvées tous les jours dans cet hôpital. Donc, si vous avez le cœur sur la main, aidez l'hôpital pour les enfants grâce à l'association des Amis d'Ahmadi, que j'ai l'honneur de présider, et Olga pourra vous donner tous les renseignements. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes en contact avec Ahmadit. On a même reçu les photos, les vidéos qu'on ne peut pas partager avec le public parce que c'est horrible de tout ce qui se passe avec les blessures de l'enfant, avec les victimes. Mais c'est que s'engager pour soutenir l'hôpital. On a organisé l'événement le 12 juillet cette année. Oui, aussi, Club Wine de Seclamnie, aujourd'hui, il continue à faire les ventes caritatives. Donc, il a fait les collectes de dons de collections et il continue à faire les ventes caritatives. Et aujourd'hui, à ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser les liens que Chloé a partagés avec vous au début de notre conférence pour faire les petits dons. Il n'y a pas de petits dons, en fait, pour ce cas, parce que chaque euro, c'est coûte, c'est important. Voilà. Je peux vous dire que votre don du mois de juillet, suite à la conférence, a permis quelque chose de très important, à cause, bien sûr, de l'augmentation considérable des opérations à l'hôpital depuis la guerre. Quelquefois, les salles d'opération principales de l'hôpital étaient occupées par 3, même 4 opérations en même temps. Vous savez qu'en France, c'est une opération par salle d'opération. Là, on était obligé de faire 3 ou 4 en même temps. Et donc, votre don, qui était très significatif, a permis de créer une polyclinique, c'est-à-dire une salle d'opération pour les hôpitaux d'un jour ou de moins d'un jour, c'est-à-dire celle où il n'y a pas de stationnaire, où les petites opérations. Parce qu'avant, il fallait faire toutes les opérations. Donc, grâce à ce don et grâce, j'espère, aux dons qui vont venir, on pourra terminer d'organiser une salle pour les opérations rapides qui vous pourra permettre de dégager, de désencombrer considérablement les grandes salles d'opération qui sont malheureusement aujourd'hui très encombrées. Alors, ce n'était pas dans le budget de l'hôpital, donc il n'y avait pas de budget pour financer cette création d'une petite salle d'opération rapide. C'est votre don en partie, mais en grande partie, qui a permis de commencer ce projet qui est déjà maintenant bien entamé. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour toute votre aide et votre soutien. Oui, j'ajoute que l'hôpital a adapté très vite pour les conditions de la guerre et les médecins ont continué de travailler même pendant les bombardements qui n'est pas rentré pour l'instant en Ukraine. Et ce n'était pas possible, bien sûr, d'évacuer les gens blessés pendant l'opération. Donc, merci beaucoup, Jacques Michel. On va partager avec les participants vos dispositifs, vos slides, si c'est pas de souci pour vous. Bien sûr. Et aussi les vidéos sur notre YouTube, donc pour replay, que quelqu'un voudrait revenir à ce sujet. Merci beaucoup à vous tous. Vive l'Ukraine et vive la France. D'accord avec toi, Michel. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.